Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Grandeur Nature. On parle ici de trek, de randonnée longue durée, de bivouac, de matériel, de trucs et astuces. Aujourd'hui, il s'agit d'une liste de matériel complète sur tout ce que j'ai utilisé pour un projet tout récent qui s'intitule Les Grands Froids. Chaque année, traditionnellement, je publie ma liste de matériel actuel qui peut bien sûr évoluer en fonction justement de l'expérience, des innovations, des découvertes de matériel par exemple, ou bien des différentes géolocalisations. J'avais récemment publié aussi une liste de matériel qui concernait les températures plus froides, donc la 4e saison hivernale, mais qui était plutôt, disons, destinée à des froids gentils, une entrée de gamme, on va dire, si on veut, dans l'hiver. Par exemple, à partir de 0 degré, 5 degrés, pour une descente vers les -5, -10, éventuellement -15 degrés. Voilà, des choses comme ça, dans on va dire des froids, c'est quand même déjà des bons froids, mais assez relatifs si on veut, hein, pas extrêmes, c'est ça qui était important. Donc j'avais publié cette liste de matériel, je l'avais testé. Il en existe aussi un retour d'expérience avec une description du matériel et qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui n'a pas joué. Donc ça c'est assez important aussi de pas seulement juste présenter du matériel comme ça, voilà la liste, mais aussi d'en parler et de pouvoir expliquer, disons, ce qui coince, ce qui a vraiment joué, ce qui a été difficile pour que les gens comprennent bien, et c'est le but de la chaîne aussi, de dire plutôt voilà ce que moi j'ai choisi, ce que j'ai ciblé, ce qui me paraissait bien, et puis après expérience, après utilisation, après vraiment des tests sur le terrain où on cherche aussi à pousser un petit peu le matériel, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas pour vous. On peut en faire un retour et puis dire, ben voilà, objectivement, ça c'était pas top, ça c'était mieux, etc. Regrouper le retour d'expérience et la description, donc la liste de matériel sur la même vidéo, ça ne jouerait pas. Déjà que j'ai de la peine, disons, à faire des vidéos courtes, ce sera encore plus difficile si vraiment je groupe les deux. Donc je vais séparer tout cela. Aujourd'hui, il s'agit de la présentation du matériel. Tous les articles sont là, vraiment tout ce que j'ai emmené avec moi dans cette expérience du grand froid dans ce projet. Et puis je ferai une autre vidéo, vraiment le retour d'expérience avec vidéo, images à l'appui pour bien expliquer ce qui s'est passé, ce qui a joué et ce qui n'a pas joué. Comme vous l'avez vu dans l'intro tout au début de la vidéo, il s'agit du projet Grand Froid. Cette fois-là, c'était vraiment destiné à aller taper dans quelque chose d'un peu plus dur ou me faire taper. J'ai vraiment cherché à trouver les froids extrêmes. J'habite en Suisse, j'ai la chance d'avoir juste un peu plus derrière, à quelques dizaines de kilomètres, la Brévine qui est nommée la petite Sibérie de la Suisse. C'est un lieu de microclimat qui a recensé le record de température négative en Suisse de -41,6 dans les années 80-87, je ne sais plus très exactement. Mais en tout cas, c'est la température la plus froide mesurée dans un village couramment habité en Suisse. J'ai donc eu plusieurs épisodes dans lesquels je suis allé, avec des fois des échecs simplement parce que le froid n'était pas là au rendez-vous, bien qu'il ait été annoncé. Donc c'était un coup des -5, après ça a été un -14, mais avec un problème de réchaud qui m'a fait, disons, annuler sur le moment ma nuitée. Et puis ensuite, j'ai eu encore un autre essai où la température est descendue au -19. Donc là, c'était, disons, le premier grand froid conséquent avec le test de ce matériel qui est ici. Et ensuite, je viens de faire, disons, mon record personnel qui du coup est un -27 degrés, une nuitée à la Belle Étoile, donc cowboy camping. Et c'était vraiment une expérience incroyable, assez difficile aussi, mais disons qu'il s'est bien déroulé grâce à ce matériel et on va un petit peu en parler ensemble. Lorsque j'ai décidé de m'attaquer à ce projet, disons, de m'investir dans cette idée-là, j'ai contacté Montbel qui m'avait déjà fourni en fait du matériel en test. Donc c'est du matériel qui m'est fourni gratuitement, c'est sûr. Je ne suis pas payé pour faire la revue, je ne touche pas de commission sur des ventes ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ça ne change rien du tout. Ce qui change par contre effectivement, c'est la possibilité que j'ai eue et cette chance de pouvoir m'équiper pour des conditions autant extrêmes. Parce que personnellement, je n'avais pas du tout le matériel nécessaire à pouvoir
réaliser ce genre pas d'exploit, mais disons de confrontation quand même avec un milieu qui peut être dangereux si on ne fait pas attention quand même par rapport à des températures aussi basses. Donc voilà, je les remercie au travers de ces petites explications. Pour ceux qui me connaissent déjà sur la chaîne, je suis assez cash, franc, je reste objectif avec ces revues. Pour moi, ça n'amène rien hein, de chercher à gonfler un produit ou des choses comme ça. Évidemment, il y a pas mal de montes belles dans ce matériel que vous allez voir ici parce que, justement, surtout pour ce projet-là, je les ai contactés comme je vous ai expliqué et puis du coup, ça faisait une bonne partie du matériel, disons, clé qui est là, qui sera présenté et qui sera de la marque Montbel. Mais il y a aussi pas mal de choses que j'ai achetées moi-même, même chez eux. Hein. J'ai aussi acheté des choses chez eux avec mon argent et puis tout le reste du matériel, c'est bien sûr moi qui me le suis acheté. Voilà, c'était juste pour un petit peu vous expliquer la situation, le contexte de ce projet Les Grands Froids. On va démarrer maintenant vraiment avec la présentation des éléments. Comme vous pouvez le voir, c'est un matériel qui est assez dense. Bien évidemment, en hiver, les choses sont souvent plus lourdes, plus volumineuses, donc les sacs, le portage doit s'adapter aussi. Tout est un peu plus compliqué qu'en été, hein, ça c'est sûr. Ce qu'il est très important à comprendre maintenant par rapport à cette liste, avant que je vous décrive et que je vous énumère chaque matériel, c'est que ce n'est pas la liste par excellence que vous devez suivre à la lettre ou quoi que ce soit, c'est juste des informations, c'est ma liste de matériel, donc je l'ai composée par rapport à mes besoins, mes souhaits, mes attentes peut-être, hein. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez adapter, premièrement à vos goûts, goûts et couleurs on va dire, mais aussi par rapport à votre lieu de destination, par rapport à la saison. Bon là on est quand même pas mal, ouais, on est bien dans la saison hivernale. Je reprécise que cette liste a été testée en live à moins 27 degrés, sans abri, à la Belle Étoile, mais dans des conditions sèches et non venteuses. C'est aussi quelque chose à préciser qui est important, donc pas de précipitation. Bon, à ces températures-là, en général, il n'y a pas, mais disons voilà, c'est sec et pas venteux. Pour votre information, je mesure 1,86 m, je fais à peu près 88 à 90 kg suivant les bascules. Et puis un peu plus de graisse que de muscle, je pourrais être plus fin. Donc par rapport aux tailles, je vais vous donner les poids de chaque chose et les tailles, mais sachez que voilà, peut-être certains qui auront le même poids que moi, mais qui seront plus faits de muscles, seront donc plus fins. J'ai quand même un peu des fesses, un petit peu de bide et compagnie. C'est parti donc pour cette liste matérielle froid extrême. Donc, comme sous-vêtements, j'ai des sous-vêtements Merino de A à Z. C'est vraiment pour moi la laine Merino. C'est vraiment quelque chose qui est fantastique, on le sait, ça peut être relativement fragile suivant les grammages, ça peut s'user assez vite, mais disons qu'en hiver, j'utilise moi des grammages qui sont 200 grammes mètre carré. J'utilise pas tellement plus parce que le but c'est vraiment d'avoir une couche très fine sur le corps qui elle va vous isoler, mais surtout très rapidement la transpiration elle doit pouvoir traverser puis aller plus loin hein, sur les autres couches extérieures. Donc c'est vrai que quand on met quelque chose de très chaud, trop chaud directement contre la peau, on va sointer, on va mouiller le truc et puis ce ne sera pas le but. Donc j'ai deux caleçons, un qui est porté et un qui est en réserve dans le sac, dans un sac étanche. Ce que j'aimerais souligner là, c'est que j'aimerais dire que je n'ai pas tous les habits à double. Par contre, j'ai un set complet de sous-vêtements, chaussettes, caleçons longs, caleçon boxer slip quoi, et un t-shirt manche longue col roulé en mérino à double que j'utilise soit pour la nuit si j'ai été mouillé dans ce que j'ai porté la journée, soit en urgence si je me casse la figure dans une rivière, dans un cours d'eau et que tout est vraiment trempe, j'ai vraiment un set complètement sec pour mettre la peau, puis après je peux remettre des choses par-dessus pour m'aider à me garder au chaud. Donc ça peut sauver la mise suivant ce qui nous arrive en cas extrême. Voilà, un petit backup au cas où.
Ça, c'est important. Donc, Merino, voilà, des slips boxers, soit chez Icebreaker Anatomica, les 200, il y a aussi les Oasis 200 qui sont bien, assez costauds. Là, j'en ai un autre de chez Montbell qui est du Merino un peu plus léger, à 150 grammes mètre carré. C'est égal la marque. Ce qui est surtout important, c'est ce que vous appréciez, ce que vous pouvez tester. Mais disons, voilà, chez Icebreaker, Montbell, on a des choses qui sont bien, qui sont de bonne facture, mais malgré tout, la laine Merino, ça reste fragile, hein. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc, pour les sous-vêtements, style les slips, moi j'aime bien le 200 parce que c'est quand même un peu plus résistant dans la durée. Sinon, ça peut vite se déchirer. Je veux dire, on s'asseye dessus, il y a des tensions et tout, etc. Ensuite, j'ai des chaussettes. Donc, ces chaussettes, elles sont aussi en Merino. Moi, personnellement, j'aime bien la marque Down Tough. Donc, ces deux paires, une de rechange, comme j'ai dit, et une que je porte, sont en Merino. Down Tough, c'est une marque américaine qui fait des chaussettes simples et c'est ça que j'aime. Il n'y a pas de gris-gris, de machin, de technique, de trucs, de bourrelets, de canaux pour la respiration des pieds, machin, truc. Il n'y a pas de couture non plus, hein, donc c'est vraiment de ces coutures qui sont melted, qui sont fusionnées, je ne sais pas comment expliquer ça. On ne sent rien, c'est vraiment tout lisse, c'est vraiment fabuleux. Couture plate avec voilà, une technologie XY, mais disons qu'il le fait bien dedans, on sent rien. Et puis celle-là, il y en a de toutes les tailles en hauteur et puis en degrés de rembourrage. Celle-là, c'est les full cushion, donc c'est complètement rembourré, le dessus, les doigts de pied, le dessous, le talon et puis le tube qui remonte sur la cheville. Pour la chaleur maximale, on va dire. C'est du costaud, c'est simple, c'est super doux, c'est bien chaud, et puis c'est garanti à vie. Si elles ont un trou, vous les renvoyez, on vous en renvoie des neuves. Si, voilà. Donc c'est cool, c'est assez cher la paire, hein, parce que surtout que ça vient des États-Unis, donc on est vite à 30 €, 35 €, 25, 40, ça dépend un petit peu les tailles et voilà, les sources, mais après vous investissez une fois et puis quand vraiment elles seront raides, vous pourrez les renvoyer et on vous en renvoie des neuves. Moi j'en ai quand même plusieurs paires de différentes tailles, etc. Très bon choix, très chouette. Voilà donc pour ce qui est des chaussettes. Ensuite, sur le bas, les caleçons longs. Donc là, j'ai deux types de caleçons. J'en ai un qui est de chez Montbell, Super Merino. C'est des tout légers, vraiment très fins que j'utilise soit en backup si j'ai un problème, soit pour la nuit si j'ai un petit peu trop transpiré dans les autres. J'ai pas eu besoin de le faire sur mes différents test vraiment des grands froids, des froids extrêmes. Et puis j'en ai un autre ici qui est un Icebreaker, de nouveau Oasis 200. Donc c'est une marque que je peux aussi recommander, qui est vraiment chouette, qui fait des trucs costauds. Tout ça, ça a un certain coût. C'est pas donné, hein, le Merino. On a vite des prix qui douillent. Vous allez voir que dans cette liste, si on fait le total ici des coûts, c'est quand même quelque chose qui génère un sacré budget. Maintenant, on peut faire avec beaucoup moins de budget, c'est sûr. On risque d'être plus lourd. En général, c'est souvent ça. C'est pas forcément plus fragile ou moins une conception, voilà. Il y a des technologies de conception, mais il peut y avoir quand même des différences on va dire, de capacité du matériel. C'est clair, si je prends juste une toile cirée ou bien quelque chose qui est en Gore-Tex, on va avoir quand même des caractéristiques différentes et puis on va avoir du matériel du coup qui sera plus facile à évoluer, qui sera plus adapté, qui sera plus respirant, plus léger, plus protecteur, etc. Mais on peut faire moins cher, on peut trouver des moyens, il y a des possibilités. J'en parlerai d'ailleurs dans le couchage, hein, à ce moment-là. Parce que vous verrez qu'on peut, voilà, justement, varier. Bref, on en parlera après. Mais malgré tout, il y a un investissement à faire. Et puis, je dirais, spécialement dans ce genre d'aventure, moi, mon but, c'était d'aller vers les moins 30. Hein. Donc, c'est clair que dans ces températures-là, dans ce genre de choses, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Il ne faut pas se lancer
sans échappatoire, dans une situation où on va être en danger, on peut être en hypothermie. Donc faites attention si vous faites des tests en grand froid. Méfiez-vous, réfléchissez bien où vous êtes, où vous allez, à votre matériel, etc. Ayez une possibilité de sortie, que quelqu'un sache où vous êtes, ayez un téléphone, soyez là où il y a du réseau, ayez une possibilité de pouvoir vite, rapidement rejoindre votre voiture, un lieu, un village, enfin, etc. Pensez à toutes ces choses-là parce que ça peut vite dégénérer, hein, suivant où vous êtes. Voilà. Prudence. Pour le haut, j'avais sur moi un t-shirt en mérino super fin, ça c'est du 120 ou 130. Donc de nouveau, hein, c'est tout fin, vraiment, c'est juste une première couche qui va me garder au chaud, me garder au sec parce qu'elle va vite transmettre la transpiration plus loin, qui va passer facilement. Donc ça c'est important. Donc un petit t-shirt tout simple. Ici c'est aussi un icebreaker qui est très léger, un peu vieux, un peu troué, mais c'est pas grave. Et puis juste par-dessus après, j'avais un t-shirt manche long, col roulé, donc ça c'est assez pratique avec un zip 3/4, des manches longues, toujours en mérino, icebreaker Oasis 200. J'aime bien la gamme Oasis. Elle est 200, c'est un peu trop chaud pour l'été par contre, ça c'est vrai. Mais c'est bien par exemple pour l'été, pour les habits de nuit, quand on est en haute montagne, si vous dormez sur des cols à 3000 ou des choses comme ça, en juillet, août, ça pèle, hein, et ça peut geler la nuit. Donc du coup, le grammage 200 pour la nuitée, c'est sympa. C'est un peu trop chaud en plaine par contre, effectivement, ça je vous l'accorde. Et j'en avais un deuxième, toujours, hein, comme je vous ai dit, un set complet de sous-vêtements de rechange, au sec, dans un sac étanche dans le sac. Un autre, celui-là c'est de chez Merino Power, et c'est vraiment un tout fin, il est plus fin, c'est du 150 celui-là, que je peux garder. Voilà, ça fait un peu moins lourd aussi, et puis un tout petit peu moins chaud, mais ça me fait un backup au cas où, ou bien alors simplement un pyjama. On reste toujours sur le haut. Maintenant que je suis habillé en sous-vêtements, je vais mettre les couches isolantes un peu plus costauds, et puis ensuite les couches de protection contre les éléments extérieurs. C'est donc une marche que j'ai fait en raquette, je vous les présente après. Donc c'est quelque chose d'assez physique, hein, où on va vite se réchauffer. Donc ça ne sert à rien de mettre les doudous en plumes, les choses comme ça à ce moment-là, surtout pas. Votre pire ennemi au moment des froids ou des froids extrêmes, c'est la transpiration, l'humidité. Il ne faut surtout pas vous mouiller. C'est mieux d'avoir légèrement froid et de partir en tout cas, on est froid et il faut bouger pour se réchauffer. C'est mieux d'aller comme ça, que ce soit votre activité physique qui vous tienne au chaud, avec relativement peu de couches, et puis que vous restiez relativement, ou en tout cas le plus possible au sec. Donc par-dessus cette petite couche de mérino et le t-shirt manche longue, j'avais une polaire ici. Ça c'est une polaire qui est quand même bien chaude, hein. C'est la Patagonia R3 Hoodie, donc avec capuche. C'est une polaire un peu comme ces Vestellida Hansen, là aussi, avec des poils un peu comme ça. C'est bon chaud, c'est bien, donc ça permet déjà, là, avec simplement ces choses-là, ces couches de base, plus première couche, plus une deuxième couche ici isolante, ça permet quand même d'aller dans des températures, on peut marcher à -5, il n'y a pas de souci, il ne faut juste pas qu'il y ait trop de vent parce que ça va percer là-dessus, hein. Il n'y a pas de coupe-vent, il n'y a pas de lining ou quoi que ce soit à l'intérieur. Mais la polaire, elle est vraiment faite pour ça, hein. Vous gardez au chaud, mais vraiment permettre une évaporation de la transpiration maximale. Donc celle-là, elle était vraiment tip-top. C'est une bonne vieille que j'ai depuis longtemps. Et puis par-dessus, j'ai avec moi ma veste Hardshell. Ça, c'est la Mammut Tetton, qui est une veste 3 couches. Gore-Tex, c'est du Cygnit, ça veut dire que c'est un intérieur un peu taffetas comme ça, assez doux, qui fait
vraiment pas plastique sur la peau, donc c'est assez agréable. C'est une veste, voilà, vous allez y retrouver d'ailleurs affiché ou en lien sous la vidéo tous les revues que j'ai déjà faites de ces différents matériels, parce qu'il y en a quand même des que j'ai depuis un moment, que je me suis acheté, disons, il y a déjà longtemps. Et en plus, vous allez trouver dans la description ici en bas tous les liens vers ce matériel et vers la liste Lighter Pack qui, elle, c'est un site en fait où je répertorie, où on peut répertorier, vous aussi, tout le sac à dos qui vous catégorise, disons, les choses, qui vous montre les poids, puis on peut y mettre des liens pour pouvoir aller voir où c'est qu'on peut trouver, se fournir du différent matériel avec des photos et tout. Donc je me suis donné beaucoup de peine, vous trouvez tout ça dans le lien de la description en bas. Voilà, donc cette veste hard shell, 3 couches, elle va me permettre de faire face aux éléments. S'il pleut, bon, pleuvoir dans les froids extrêmes, ça ne va pas tellement arriver, mais il peut y avoir tout à coup des remontées, plutôt on va dire, de température, où tout à coup la neige peut être un peu collante, un peu comme ça. Donc c'est ça qui va donc me protéger de la neige, du vent qui va vraiment couper tout ça, l'élément extérieur que je mettrai par-dessus la polaire. Et puis ça permet aussi, avec les aérations sous les bras, en jonglant un petit peu avec les ouvertures, de pouvoir voilà, toujours faire attention à laisser bien s'évaporer votre transpiration pour transpirer le moins possible. En bas, j'étais équipé avec des pantalons de chez Montbell qui sont les Insulated Alpine Pants. Donc c'est des pantalons axés montagne, cascade de glace, alpinisme, ski de rando et compagnie. C'est un pantalon qui a une couche de Gore-Tex à l'intérieur. Je ne vais pas en faire une revue détaillée maintenant parce que je vais la faire effectivement, hein, la revue de ce pantalon. Mais en grande ligne, pantalon isolé avec du Tinsulate sur les genoux et les fesses, qui sont les deux zones vraiment, en plus sur le camp, que j'ai beaucoup apprécié d'avoir cette isolation-là, parce qu'on est beaucoup à genoux pour faire un feu, etc. Monter le couchage et tout ça. On est assis aussi, donc c'était très très appréciable. C'est du 70 deniers, du nylon, vraiment très résistant à l'abrasion, c'est son but. Les poches sont zippées avec une fermeture qui empêche, disons, la majorité des entrées d'eau. Ici, pour les crampons ou les raquettes sur l'intérieur, hein, pour ne pas frotter avec les pieds comme ça, vous avez un renfort en fait en nylon aussi de 1200 deniers, donc c'est quelque chose de, c'est assez violent, hein. 70 deniers, 1200, et puis c'est des pantalons qui ont une guêtre intégrée ici pour raquettes, boots, chaussures de ski et compagnie, une pression en bas avec une fermeture éclair pour pouvoir plus facilement les enfiler par-dessus les bottes. Donc voilà, un très beau matériel, une ceinture intégrée et puis une possibilité avec des clips ici de venir chercher des bretelles qui sont vendues séparément, malheureusement je trouve. C'est à mon avis quelque chose qui est bien en hiver. Donc du Gore-Tex, c'est vraiment un pantalon excellent que je ne peux que recommander. Ça couplé avec des caleçons longs, vous allez déjà un bon bout. Moi, quand j'ai dû mettre encore une isolation supplémentaire, c'était vraiment quand j'étais en statique sur le camp. Ça faisait déjà 1h30 que j'étais là. Et puis, du coup, la température, elle descend. Donc, on arrive au moins 14, moins 13, moins 14. Puis là, quand même, on sent qu'on a besoin de quelque chose de supplémentaire. Donc, c'est à ce moment-là que j'avais agi. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai mis par-dessus, j'avais avec moi ces pantalons-là. C'est aussi des pantalons de chez Montbell. Il s'agit des Tech Thermawrap. Ceux-là, c'est des pantalons vraiment d'isolation. Ils sont en Excel Loft de 80 grammes mètre carré. Il y a un zipper tout du long ici pour pouvoir les enfiler vraiment par-dessus directement sans enlever les bouts, sans rien. Vous arrivez à vous les mettre pour vraiment apporter de la chaleur supplémentaire. C'est de nouveau des pantalons qui sont vraiment bien foutus. Ceux-là font 450 grammes
à ma taille. Il y a un tissu de 20 deniers ici assez fin, parce que le but c'est que ça reste quand même assez léger par rapport à la chaleur que ça peut apporter, et de 40 deniers sur les zones renforcées, ça veut dire le devant des jambes, le bas, donc genoux, etc., cuisses, et puis sur les fesses où on va plus avoir tendance à s'asseoir et à abîmer, etc. Les fermetures elles vont dans les deux sens pour l'ouverture. Il y a 2 poches zippées. Très bon pantalon isolant, très pratique parce que hop hop on peut les mettre par-dessus sans problème. Synthétique, pas en plume par rapport à cette isolation-là, c'était un très bon choix parce que c'est vrai que suivant les conditions qu'on a, si tout à coup on transpire aussi un petit peu, la plume c'est chouette, mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Une isolation en plume qui est mouillée, elle ne vous isolera plus du tout du froid, donc ça peut être très vite problématique. C'est vrai que dans certains cas, le synthétique, c'est quand même pas mal. Un très bon combo, très polyvalent, vraiment bien chaud, c'était tip top. Le matin, j'ai déjeuné, je me suis levé, il faisait moins 24, et puis j'avais les deux, je les ai enfilés. Et puis tout de suite, j'ai été vite réchauffé, et puis après c'était bon. Une fois que j'étais habillé, c'était OK. Toujours par rapport à l'isolation, sur le haut, j'ai ici une doudoune, une micro-doudoune, la Enlighted Equipment Torrid Apex. C'est une doudoune que je m'étais achetée il y a un petit moment déjà. Elle est en Apex, donc c'est du synthétique. Vous voyez derrière moi aussi 2 parkas, 2 doudounes. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Pourquoi il y a 3 doudounes ici? Alors, celle-ci, c'est une micro-doudoune en synthétique, donc c'est très ciblé. Ça veut dire que je l'ai choisie parce qu'elle est synthétique, c'est important, et pas en plume. Elle me permet d'avoir un apport de chaleur dans l'effort quand même, suivant les conditions météorologiques que je peux rencontrer. Je m'explique. Il se pourrait, si vous êtes dans un milieu où tout à coup il fait moins 27 puis qu'il y a du blizzard, c'est un ressenti qui va gicler. Ça peut être extrêmement difficile si vous devez avancer et ça peut être vraiment insuffisant d'avoir une première couche en mérino, une polaire, bon ok, et puis un coupe-vent comme ça. Vous êtes glacé en quelques minutes. Le fait de mettre une doudoune, micro-doudoune disons, sous la hardshell, par-dessus la polaire, ça va vous permettre déjà quand même de bien monter vos capacités, disons, de résistance au froid dans l'effort quand même, mais en température difficile. Donc c'était quelque chose que je tenais à avoir avec moi. Donc soit pour l'effort, soit pour la nuit, pour pouvoir mettre quelque chose mais qui ne soit pas les énormes doudounes, les énormes parkas, où là, de nouveau, je peux avoir trop chaud dans le sac de couchage. Donc c'était un espèce d'intermédiaire, micro-doudoune, qui allait m'aider vraiment à pouvoir plus m'adapter, puis plus jongler dans ces températures et ces écarts de température, parce qu'on peut être à moins 5 la journée, à moins 25 la nuit. Donc voilà, il faut un petit peu avoir des choses qui sont polyvalentes. C'est vrai que là, je suis vraiment bien équipé, donc j'ai des marges et des zones de travail qui sont très très intéressantes. Pour le haut, je vous présente 2 parkas, 2 doudounes. Alors là, c'est de la doudoune, c'est du costaud. La première que je vous présente ici, c'est la Mirage Parka de chez Montbell. C'est donc cette Mirage-là avec la permafrost que j'ai demandé en test à Montbell pour pouvoir m'équiper dans ce projet-là. La Mirage Parka, c'est pas une micro-doudoune, c'est une maxi-doudoune avec capuche qui est en construction, box construction, donc ça veut dire que les coutures ne traversent pas, elles ne sont pas traversantes, donc on n'a à aucun moment un pont de froid qui va se faire au niveau des coutures. Vous avez un espace et une isolation quand même à l'intérieur de la veste au niveau des coutures, donc c'est vraiment, bon, c'est plus cher, plus compliqué, plus technique à faire, mais c'est vraiment assez important sur des doudounes qui sont faites pour les grands froids. Le Feel Power, donc le
pouvoir gonflant de la plume est de 900 Q1, cubic inches, ça c'est plutôt, voilà, les Q1 c'est cubic inches. Et puis la répartition duvet plume est de 90-10 avec un duvet hydrophobe. C'est vraiment super gonflant, super chaud, mais c'est une doudoune qui est axée ultra light. Ultra light en taille M, elle est à 380 grammes, donc c'est vraiment redoutable, je le rappelle, hein, pour une pareille doudoune à 380 grammes, dont 160 grammes de remplissage à 900 Q1. Ça veut dire que le poids de la veste, en fait, il y a 40% de ce poids-là, c'est l'isolation, c'est le duvet. Excellente doudoune, mais axée ultra light. Le tissu ici, c'est du 7 deniers. C'est comme mon quilt, en fait, de chez Enlightened Equipment. C'est comme aussi cette Torrid Apex. C'est du 7 deniers Air Ballistic Nylon. Donc c'est du nylon extrêmement fin, mais quand même résistant à la déchirure. C'est ce qu'on trouve, disons, le Air Ballistic Nylon, c'est ce qu'on trouve de plus léger, de plus fin dans le monde de l'outdoor maintenant, que ce soit pour les quilts, les vestes et compagnie. Ça demande du soin. C'est pas une veste, c'est pas un truc qui est fait pour la forêt, aller dans les branchages et tout ça. C'est vraiment axé ultra léger et c'est super ciblé. Mais c'est redoutable, elle est extrêmement confortable, elle est extrêmement bien isolante. Je l'ai testée sur différentes configurations, dont le -19, très bel outil de travail. Voilà, mais ultra léger. Et puis de l'autre côté, j'ai la Permafrost. Alors, celle-là, c'est la plus chaude de la gamme ultra léger de chez Montbell. Et puis la Permafrost, c'est la plus chaude tout court des doudounes, des parkas de Montbell. On est vers les 730 grammes pour cette veste-là, c'est plus costaud. La plume qui est à l'intérieur, c'est du 800 de Field Power, toujours en répartition 90. C'est plus costaud, il y a plus de remplissage, il y en a 270 grammes ici, et il y a une couche en Gore-Tex Infinium Windstopper qui n'est pas un Gore-Tex axé vraiment imperméabilité, pluie, etc. Puisque ces vestes sont faites aussi pour être dans des conditions froid extrême. Ça veut dire que c'est des situations, des froids extrêmes comme ça, où on n'a pas de précipitation mouillée, de la pluie pure. Hein. Moi, j'arrive à mettre ma hardshell par-dessus encore si vraiment j'avais besoin d'un Gore-Tex supérieur. Mais disons, on a ici déjà du nylon, on est en 30 deniers, on a quelque chose, le Gore-Tex Infinium, c'est un Gore-Tex qui est vraiment plus axé en fait respirabilité, qui dans ce cas-là est certainement plus important. Ça veut dire qu'il ne faut pas mouiller la plume qui est à l'intérieur, il ne faut pas commencer à transpirer, il faut que notre humidité puisse s'évacuer, donc c'est vraiment axé là-dessus, et coupe-vent. Voilà, tu peux avoir un petit peu de neige mouillée et tout ça, donc c'est quand même traité d'IWR, traité hydrophobe. Le Gore-Tex quand même va aider pour avoir une bonne résistance quand même aux intempéries, mais c'est pas quelque chose qu'il faut mettre sous de la pluie, hein, parce que vous ne serez pas en train d'utiliser le bon outil à la bonne place. Un tissu extérieur plus costaud, et puis c'est par exemple celle que j'ai décidé de prendre dans la dernière vidéo au -27, parce que je savais que j'allais être en forêt, je voulais faire du feu, donc on commence à aller à chercher du bois, à trimballer voilà, des troncs avec des esquilles, à être avec l'âche, la scie, on se frotte, etc. Puis effectivement, ici c'est quelque chose de beaucoup plus résistant sur la coquille extérieure, et puis qui permet de vraiment bien rester au chaud. Il y a plein de poches, je crois qu'il y a 6 ou 7 poches, donc il y en a 3 ici, il y en a à l'intérieur, des zippés, il y a des grosses poches ici sur l'intérieur pour pouvoir mettre les moufles, les mitaines, juste des poches qui n'ont pas de fermeture en haut, mais qui sont un grand volume. On peut mettre les gants comme ça. Fantastique doudoune, c'est quelque chose
Ouais, c'est plus que de la doudoune, c'est de la parka, costaud, etc. On continue, on fait un petit peu les extrémités, les mains. Je suis parti avec 2 paires de gants. La première paire de gants, c'est ces Arc'teryx. J'avais besoin de quelque chose qui soit isolant, qui me protège un peu du froid, mais qui me permette d'avoir quand même une dextérité de travail pour tout ce qui est voilà, coupe du bois, travail, montage et compagnie. Donc ça, c'est des gants Arc'teryx. Ils sont plus produits, ceux-là exactement. Ils sont en fait un espèce de compromis entre les Alpha et les Cascades. On trouve d'autres équivalents, hein, des choses comme ça. C'est en Gore-Tex avec du cuir ici sur la paume. Ceux-là, c'est des gants qui étaient faits vraiment pour les cascades de glace. Parce qu'on a ici un renfort pour le piolet sur l'intérieur de la main. Donc c'est relativement costaud. Quand on est vraiment en train de bosser, puis qu'on est à -20, des choses comme ça va, mais il faut pas chômer, hein. Si vous arrêtez, vous êtes en statique, assez rapidement, ça commence à mordre dans ces froids extrêmes. Ils sont pratiques parce qu'il y a ici la sangle qui vous permet d'enlever, prendre des photos, parce que moi je fais en plus les vidéos pour mes revues, donc c'est assez sympa. J'avais d'autres mitaines, en fait, les down mittens. Ça, c'est des gants, des mitaines, pardon, extrêmes, en duvet, avec un Duragrip ici sur la paume de la main, pour permettre vraiment une accroche et puis une résistance supérieure, avec du Tinsulate aussi à l'intérieur ici, qui permet de travailler, d'avoir un bon grip. C'est clair qu'on ne met pas des plumes ici à l'intérieur de la main parce que sinon ça va se compresser et on n'a plus d'isolation. Donc c'est bien étudié, extrêmement chaud. Ça a été salvateur pour moi lorsque je me suis réveillé dans ces froids extrêmes. Tout de suite, hein, c'est bon, là on peut tenir, on peut descendre. Je pense que j'aurais pu encore descendre sans problème. C'est des gants niveau expédition en balistique nylon ici, avec de la plume en 800 à l'intérieur. C'est super chaud. Donc les down mittens, très très bien. Ils sont livrés avec un petit sachet. Donc ça, je les avais pour le camp, pour le statique. Bon, vous pouvez voilà, quand même travailler, faire des choses. Mais les mitaines, bon, c'est clair qu'on a tous les doigts un peu collés. J'en ferai une revue plus pointue. Ensuite, toujours dans la même ligne, les extrémités, mais le bas, j'ai des chaussons en plume. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Alors c'est vachement appréciable parce que c'est vrai que vous pouvez sortir de vos bottes de ski, etc. Disons que c'est surtout extrêmement important, par exemple, si vous faites du ski de randonnée, vous arrivez sur un camp de bivouac, vous avez vos grosses boots super rigides. Vous n'allez pas pouvoir évoluer autour de votre tente, vous n'allez pas pouvoir voilà, construire le bivouac et tout ça avec ces souliers de ski toujours comme ça. Donc du coup, on peut changer de souliers, c'est super léger. De nouveau ici dessous, on trouve le Duragrip et puis une isolation, là où il va y avoir la compression du poids. Il y a ici des espèces de guêtres intégrées pour empêcher la poudreuse de rentrer avec un serrage ici sur le mollet. C'est de la plume 800 et puis on a vraiment une très très bonne de nouveau isolation. À l'intérieur aussi, hein, on a un tissu isolant. Voilà, très très bon choix, très très bon conseil aussi de Montbell pour ces souliers-là, enfin ces souliers, ces chaussons. Au tout début de la nuit, je les ai mis en premier lieu pour me réchauffer. Ça m'a pris un petit moment parce que j'étais resté en chaussettes quand je me suis préparé. Et puis, assez rapidement, j'ai eu chaud et puis j'ai eu trop chaud. Du coup, je les ai enlevés, je les ai laissés au fond dans le sac. Et puis, je les ai remis à la fin de la nuit quand vraiment c'était les -27 et compagnie. Là, je les ai mis quand même dans le sac de couchage. Et puis, ça m'a super bien aidé. Et puis, le matin, quand tu sors du sac, tu as ça au pied, tu peux marcher dans la neige, tu peux aller aux toilettes, revenir, enfin voilà, c'est quand même pratique plutôt que des grosses bottes à remettre chaque fois. Surtout que vous allez voir, mes grosses bottes isolées, on sort les chaussons pour les mettre dans le sac de couchage, donc du coup,
elles ne sont pas prêtes à être mises comme ça tout de suite la nuit. Donc super pratique ces chaussons. Ça aide à vraiment booster votre résistance au froid suivant le sac de couchage que vous avez aussi. Hein. Ça peut vraiment monter le tout. Ça, avec de l'habillement et du layering, donc vous rajoutez des couches, des micro-doudounes, des choses comme ça dans votre sac de couchage, vous arrivez à shooter de 10 ou 15 degrés la température de votre sac de couchage. Donc c'est vraiment super. On reste dans les extrémités et l'habillement. Donc ici, les bottes isolées de grand froid. Moi, je n'avais aucun matériel hein, vraiment pour des froids autant extrêmes. Donc voilà encore un article de chez Montbell. Il s'agit des Veil Boots. C'est des bottes toutes nouvelles. Elles viennent de sortir chez eux. Dans les grandes lignes, c'est une botte donc isolée avec une semelle isolée et anti-glisse ici. Ça veut dire par exemple, quand vous marchez sur de la glace, même de la glace vive, disons, hein, sur un lac, on sent vraiment que ça s'accroche, ça grippe. Hein. C'est assez spécial d'ailleurs. Ils appellent ça le e-gripper. Ça marche bien. Elles n'ont pas des reliefs exceptionnels ici pour l'accroche. Hein. Là, je viens de vous parler de l'adhérence. Pour l'accroche, ce n'est pas des reliefs très profonds. Donc, ça ne va pas aller dans des terrains où la neige sera molle. Ou, voilà, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Ça va quand même crocher. Mais disons que je dirais là, la profondeur, c'est 5 mm, à peu près 5-6 mm. Vous voyez, par rapport à l'accroche, il faut réserver ces bottes à une utilisation précise. On voit ici en fait qu'elles sont isolées, donc il y a une semelle en plastique qui remonte assez haut. Ensuite, il y a une isolation ici, on est en tissu. Et ici, vous avez une protection, disons, contre la neige, l'eau et compagnie. Donc, elles ne vont pas percer de sitôt, ça c'est sûr. Maintenant, de nouveau, c'est des bottes qui sont faites pour les grands froids. Donc, en général, on ne marche pas de la patch avec ça. Il faut les utiliser à bon escient. Ici, on a le système BOA qu'on retrouve de plus en plus hein, sur pas mal d'articles, pas seulement chez Montbell, mais chez d'autres marques aussi, avec un filin gainé ici qui passe dans les passants, puis qui vous permet simplement en tournant de pouvoir resserrer. Pour enlever, on tire, clac, et puis whoop, il y a tout qui s'ouvre de nouveau et on peut se déchausser. À l'intérieur ici, je vais vous montrer, il y a un chausson que l'on peut enlever. C'est important parce que ça veut dire que lorsque vous arrivez sur le bivouac, vous avez votre chausson isolant ici, que vous pouvez sortir, mettre dans le sac de couchage, garder ça au chaud et puis avoir juste le outer shell, avoir la coquille si on veut hein, de la chaussure qui elle peut rester un peu plus au froid ou dehors et compagnie. Bon pouvoir isolant, pas de souci. Ce que je dirais simplement c'est que c'est la taille la plus grande et peut-être si j'avais encore une taille un tout petit peu plus, j'aurais un tout petit peu plus d'espace quand même avec la chaussette au bout des doigts de pied. Je pourrais peut-être même mettre une autre chaussette encore. Là, j'y arrive pas, je peux mettre un liner très fin, je peux le faire, mais disons, ça ne va pas m'apporter énormément. Donc si je voulais pouvoir pousser plus loin ces bottes, à mon avis, c'est possible, mais il faudrait que j'ai une taille en dessus qui actuellement n'existe pas. J'ai la plus grande ici. Par contre, quelqu'un qui chose plus petit va pouvoir un tout petit peu prendre un peu plus grand pour avoir un peu plus de place, hein, un bon centimètre au bout des doigts de pied, pour pouvoir mettre une deuxième grosse chaussette, puis surtout pas être trop près hein, des parois froides ici. Et je pense à mon avis du coup on arrive à aller encore plus bas en température. J'avais un bonnet en mérino. Alors moi je ne suis pas équipé avec une tchapka ou un de ces bons bonnets avec les oreilles qui descendent là comme ça, j'en ai pas. Maintenant, comme tous mes articles, ça veut dire les polaires, les micro-doudounes, la hardshell et les parkas, elles ont la capuche. J'ai vraiment pas eu besoin, hein, ça jouait bien. J'avais par contre aussi deux bœufs, ces deux bœufs qui sont en mérino. Ceux-là, c'est des tours de cou, pardon. Ceux-là, c'est de la marque Bœuf. J'en ai un long qui est ici, et puis j'en ai un plus court et un peu plus léger en grammage. J'ai mis les deux, et la nuit, j'avais les deux. J'ai fait des couches ici pour protéger le nez.
Heureusement que j'avais ça, c'est très important parce que comme le nez, c'est la seule chose qui sort du sac de couchage, du coup, c'est vraiment important de pouvoir bien se protéger. Il y avait de la glace d'ailleurs sur les trucs, donc les buffs, c'est quelque chose d'indispensable comme tour de cou, comme pour aider, pour faire une cagoule, ou alors d'avoir éventuellement une cagoule. Mais moi, j'ai travaillé avec les buffs, ça a bien joué. On vient, c'est quand même la pièce maîtresse hein, de tout ça. On va parler de couchage et d'abri. Sur le dernier épisode, au moins 27, j'ai voulu aller à la Belle Étoile, donc sans abri. J'avais pris quand même avec moi ma tente pour pouvoir, en cas de problème, en cas de vent trop fort ou je ne sais pas quoi, avoir quand même une solution de secours, un abri dans lequel je pouvais me mettre pour m'isoler un tout petit peu. Il s'agit de la duplex, c'est une tente pas du tout faite pour les conditions extrêmes. C'est une tente monoparoi, en Dyneema, super fin, très ventilée, vraiment pas du tout isolante, mais ça peut faire juste un petit coupe-vent, puis une petite aide, ça peut faire la différence. En tout cas, dans le premier épisode à moins 19, j'ai dormi dedans, ça a été super, elle va très très bien. Hein. C'est une tente qui n'a pas d'arceau, qui se monte avec les bâtons de marche qu'on va voir après. Ça veut dire que c'est aussi assez compliqué parce qu'elle n'est pas autoportante. Pour le montage, c'est vite, ça peut être, disons, galère suivant les situations. Mais moi, j'ai bien l'habitude de... Mais moi, j'en ai bien l'habitude, donc voilà, ça ne me pose pas trop de problèmes, disons, de travailler avec ça. Je l'avais pris, et puis j'avais donc un set ici dans un sac. J'avais d'autres sacs, plein de petits sacs comme ça que j'utilise pour faire des corps morts éventuellement si c'est une neige vraiment poudreuse, puis que je suis dans un terrain où il n'y a pas de bâton, pas de cailloux, rien du tout qui pourrait m'aider à faire un ancrage, un arrimage, un corps mort. Donc on les remplit de neige et puis ça me fait une sardine géante si on veut, voilà, qu'on va enterrer et puis recouvrir. Donc ça c'est très important si vous êtes dans des steppes, des choses comme ça, hein, où il n'y a pas forcément de bois et qu'il y a du vent. Voilà, c'est le seul moyen que vous avez vraiment d'ancrer dans la neige qui est poudreuse, dans laquelle ne tiendraient pas les sardines. Alors c'est pas tout à fait des sardines standards comme on était. Là j'ai des sardines plus larges, c'est les MSR pour le sable ou la neige, voilà, suivant les conditions. On peut les mettre comme ça, ça dépend de l'utilisation. Puis j'en ai d'autres classiques, mes sardines toujours DAC en alu, de taille un peu différente, un peu plus grand, un peu plus petit. Voilà, j'ai un set un peu plus complet. En été, 3 saisons, je prends 8 sardines, toute la même taille, ça suffit. En hiver, dans ces conditions-là, suivant où vous arrivez, il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations. De la neige collante standard, ok, vous pouvez le faire. Un lieu où il y a une forêt, vous pouvez utiliser du bois et puis passer, plutôt que d'une sardine, utiliser du bois puis laisser le bois après dans la neige. Mais suivant où vous êtes, ben voilà, il n'y a pas toutes ces possibilités-là. Donc il faut pouvoir à tout moment et en toutes conditions monter son abri, c'est important. Donc voilà, c'est un petit set que j'ai avec moi. Bien sûr, de nouveau, du coup, ça fait un peu plus lourd pour un abri finalement que j'ai pas utilisé dans ces conditions-là, puisque je voulais camper à la Belle Étoile. Ensuite, j'avais avec moi un pad qui est ici en mousse, le Thermarest Z-Lite. Qui est un petit peu coupé, hein, il est un peu plus court, il fait 1,50 m je crois, donc ça me fait le tête jusqu'après les genoux à peu près. Ça, il a deux fonctions, ce Z-Lite, je l'utilise à la fois pour backup, dans le sens si j'ai un problème avec mon matelas gonflable que l'on va voir après, qui se dégonflerait complètement, ça me fait une solution de secours. C'est pas une grande isolation, je crois qu'on est à 2,5 ou 2,4 ou 2,3 de R-value pour ce matelas-là. Donc c'est pas ça qui va vous faire tenir ou passer, disons, une bonne nuit à moins 27 à la Belle Étoile. Du coup, il faut peut-être monter la tente, faire quelque chose. Mais le problème, c'est que là, vous avez tout le froid qui va remonter du sol et puis ça ne va pas suffire. Ça va juste permettre peut-être de passer la nuit
une nuit peut-être terrible, mais d'y survivre et puis d'aller plus loin le lendemain, chercher de l'aide ou un remplacement. Voilà, ça peut être assez important. En le coupant, pardon, en le doublant comme ça, j'arrive en me lovant, je pourrais disons m'isoler avec une double isolation, mais voilà. Mais c'est aussi surtout très pratique pour, dès le moment où on se déshabille, on enlève les chaussures, etc. On a ça, on est là-dessus pour s'asseoir, ça fait un siège, enfin voilà, pour mettre sous les genoux quand on cuisine, toutes ces choses-là, très 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 important à mon avis. Ensuite, j'ai comme couchage, j'utilise le Thermarest Exterm, qui est donc un matelas, il est axé hiver, température extrême, et ça ne va pas en été, vous allez avoir beaucoup trop chaud. C'est une pièce souvent que les gens négligent dans le matériel, ça veut dire qu'on peut acheter un sac de couchage à 1000 balles qui tient à moins 35. Si vous êtes sur un truc comme ça puis que vous dormez sur la neige, vous n'allez pas passer la nuit parce que tout le froid va remonter en fait, ou votre chaleur corporelle va se diffuser, va être absorbée par le froid. Ce matelas, c'est l'ancien modèle du Exterm, donc il a une R-value de 5.7. Les modèles 2020-2021 avec une nouvelle valve, enfin, beaucoup plus pratique que celle-là, beaucoup plus fiable. Les nouveaux Xterm sont à 6.9 de R-value. Là, j'ai un sac qui est donné, c'est pas du tout un sac imperméable, c'est juste un sac, disons, en nylon avec ici un petit trou en caoutchouc qu'on peut mettre sur la valve pour pouvoir gonfler ce matelas comme ça, souffler l'air sans souffler dedans, ce qui est très très bien parce qu'on ne va pas mettre de l'humidité et puis pas s'époumoner, surtout dans ces températures-là, pour gonfler un gros matelas. Ça marche fabuleusement bien, ça a joué tip-top, il a vraiment assumé, même si c'est l'ancien modèle, dormir sur la neige sans abri et sans autre isolation parce que je n'ai même pas mis celui-là sous le matelas Exterm. Tadam! On arrive vraiment à la pièce maîtresse. Alors, le sac de couchage, il s'agit du Downhugger 800 Expedition, le modèle long. Donc, par rapport à ce modèle-là, donc, comme son nom l'indique, c'est un pouvoir gonflant de 800 en répartition 90-10 pour duvet et plume. Ça, c'est une bête, hein, c'est une bête de course. Ce sac de couchage, je l'ai donc demandé à Montbell pour le test et pour m'équiper pour mon projet des grands froids. Je vais juste vous montrer, si je le pose là, ce pouvoir gonflant, il est incroyable, c'est incroyable. Donc, je pourrais en parler des heures de ce duvet. Je vais essayer de simplifier, disons, la chose parce que c'est très complexe. Ce que j'aimerais pouvoir, c'est dire en grandes lignes qu'est-ce qu'il en est de ce duvet-là. Et puis je ferai comme pour toutes les choses qui sont ici, les choses importantes, les bottes, les gants, voilà, les habits, les choses comme ça, clés de ce grand froid. Je vais faire une revue vraiment ultra détaillée, de long en large, parce que c'est clair que c'est des pièces extrêmement importante dans ce genre de projet de température extrême, mais c'est aussi des pièces qui génèrent un gros investissement. Donc moi, je trouve important d'aller vraiment dans les détails et puis de filmer les finitions, les coutures, les choses, toutes les caractéristiques, disons, voilà, chaque élément de ce genre de pièces de matériel parce que on y met un bras, quoi. Et puis c'est important si on peut avoir un retour le plus précis possible. Donc je vous ai déjà, je l'ai emmené sur le terrain, je l'ai testé, je l'ai même poussé plus loin que ce qu'il est donné, pourquoi il est donné, disons, dans les températures. Je vais en faire un retour d'expérience et puis une revue très précise, comme ça vous pourrez vous faire un avis. J'ai malheureusement pas de comparaison possible parce que j'ai jamais eu d'autres sacs de cette trempe-là. Donc je peux pas le mettre en confrontation avec un autre, par exemple, qui aurait les mêmes caractéristiques de température. Je peux seulement dire
pour moi, dans cette situation-là, ça a marché comme ci, comme ça, et voilà. Donc c'est la seule chose que je peux faire, mais je le ferai du mieux possible, comme à mon habitude, disons, précis, à fond, au fond des choses. Donc on est dans un tissu extérieur ici, Ballistic Airlight Nylon de 10 deniers, donc c'est fin, c'est pas du 7 deniers, c'est du 10 deniers. Ça reste, disons, axé ultralight aussi, pour des températures pareilles et le poids que je vais vous annoncer maintenant, ça reste super classe, hein. Donc on est à un sac de couchage qui fait 1,650 kg avec un poids de remplissage de plus de 1200 grammes de remplissage à 800 Q1. Donc c'est monstrueux. Regardez aussi le ratio, hein. 1006, c'est le poids du sac, et puis 1002, si j'arrondis, et puis 1002, voilà. Donc tout le contenant, la paroi, les fermetures éclairs, tout ça, font 400 grammes, et tout le reste, 1230 grammes, c'est du remplissage. Donc il y a énormément, hein, de plumes, c'est vraiment... Mais on est content, hein. On est content. Il y a deux versions. Ça, c'est la version longue. Il y a une version standard et une version longue. La version longue, elle est pour quelqu'un qui mesure jusqu'à 198 cm. Je fais 1,86 m, donc j'avais de la marge. J'ai tenu à avoir le long parce que j'aime pas être engoncé. Il faut surtout pas que les pieds viennent pousser la footbox au bout. Et puis en plus, ça m'a permis de mettre les chaussons, de mettre une micro-doudoune, de mettre les Tech Thermal Wrap, les pantalons isolants, mon smartphone. Enfin, disons, j'avais un peu plus de place, puis c'était très très appréciable, tip top. Vous pouvez prendre en fermeture éclair droite ou gauche. Il s'agit donc d'un sac momie, on va dire traditionnel ou standard, avec vraiment un bon gros capuchon ici, avec un col. Donc vous avez un col qui est réglable, que vous pourrez serrer autour de votre cou, une bavette qui vient tout passer derrière ici, vraiment clore complètement pour pas qu'il y ait aucun air chaud du corps qui sorte ici par le cou, ce qui est essentiel dans ces températures-là, avec deux réglages. Donc un réglage sur ce col dont je viens parler et un réglage ici sur la capuche. Dans ces froids extrêmes, on ne reste pas le visage complètement ouvert, hein. On serre, les yeux ils partent, c'est assez déconcertant parce que vous laissez juste le trou qu'il faut, un tunnel comme ça, pour respirer, quoi, finalement. Et puis même ce trou, moi j'avais les bœufs par-dessus, parce que c'était tellement agressif sur le nez que je me suis vraiment bien protégé pour pouvoir dormir à la belle étoile comme ça. Si vous observez bien, vous voyez que les lignes, en fait, les coutures, donc c'est une couture en box, hein, qui n'est pas traversante, hein, c'est vraiment un box construction. Et surtout, elle est coupée en biais comme ça, hein, toutes les coutures sont en biais. Il y a deux phénomènes. Eux, Montbell, ils ont eu une technique de couper maintenant leur tissu. Il est coupé en biais. Normalement, la plupart du temps, si je prends les trames, hein, du nylon, souvent vous allez voir sur les sacs de couchage où c'est perpendiculaire. Il y a des lignes comme ça et des lignes comme ça. Eux, ils le coupent à 45 degrés comme ça pour favoriser le stretch, si on veut. Ça veut dire pour un tissu, le nylon balistique, ce n'est pas un tissu qui est stretch, mais le fait de mettre sur la longueur ces fibres-là en diagonale aide à quand même gagner un petit peu d'élasticité. Et puis la deuxième chose qu'ils font pour pouvoir, enfin il y a trois choses si on veut, la deuxième chose qu'ils font pour pouvoir augmenter cette élasticité, donc ce confort de mouvement, c'est une couture en diagonale aussi comme ça, qui permet d'augmenter, ils appellent ça la super spiral. Donc c'est une technologie, en fait, le fait qu'il soit en spirale comme ça fait que naturellement on aurait, entre guillemets, la possibilité de dérouler cette spirale et ça crée une certaine élasticité ou disons un petit répondant élastique, si on veut comme ça. Et la troisième chose, c'est que les fils utilisés en couture ici sont élastiques.
c'est du fil, c'est pas de l'élastique pur, mais il y a un fil qui a une certaine élasticité, puis qui aide encore un petit peu sur la couture à pouvoir travailler. Donc, moi, je viens du quilt maintenant. Je travaille avec le quilt parce que j'aime ça. Je déteste être coincé dans les sacs de couchage. Le quilt, c'est vraiment la classe. Vous pouvez tourner, surtout il n'y a pas de capuche, donc vous tournez la tête comme ça. Vous avez, voilà, et le quilt reste sur place. Dans un sac de couchage, on est vite, pour ceux qui n'aiment pas, on a vite un sentiment, disons, ouais, d'engoncement, d'être emprisonné et compagnie. Je l'ai relativement peu eu avec celui-là parce qu'il a une certaine bonne taille, hein, il a des bonnes dimensions qui me correspondent bien. Il y a ce phénomène, effectivement, on peut bien bouger là-dedans, c'est assez fou. Vous sortez un coude, moi j'arrivais à, par exemple, dans mon sac de couchage fermé, sans ouvrir du tout ici, j'arrivais à mettre mes petites bottes en plumes, mes chaussons en plumes, donc à remonter mon talon quasi à angle droit, comme ça, pour mettre la botte. Donc ça veut dire que ça répond bien. Si vous prenez les mêmes dimensions avec un sac lambda, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais en tout cas, disons, j'ai trouvé que, voilà, mais vous pouvez le voir, hein, je veux dire, on le sent, vous voyez ici les fronces aussi sur le truc, c'est assez cool. Moi, je pense que ça marche bien, cette histoire, ça fait quelque chose de notoirement plus confortable. Maintenant, si on parle l'essentiel, parce que je suis en train d'en faire une revue, mais c'est assez passionnant hein, de pouvoir dormir avec un sac de couchage à la belle étoile à moins 27. Je vais juste expliquer après ce que j'ai fait. J'avais un petit quelque chose dessus, mais très léger. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Moi, je me suis dit après, mais t'es complètement barré, mon gars. Enfin, voilà. Et parce que j'ai pas forcément l'habitude. Je suis pas un gars qui a l'habitude de faire des expéditions glaciaires, polaires et compagnie. Voilà, j'aime bien faire des trucs un peu costauds, mais voilà. J'ai trouvé génial, quoi. J'ai trouvé génial d'y arriver. Donc, il est donné en température de confort moins 13 degrés Celsius. Et puis, en température, ce qu'ils appellent eux la température limite, sans en dire plus, moins 21. J'ai dormi donc à moins 27, avec à des moments ou pas les petites bottes dedans, avec toujours en caleçon long. Donc j'avais juste le caleçon long Merino 200, j'ai même pas mis les pantalons isolants et tout, etc. Et puis j'étais avec mon col roulé et puis la polaire par-dessus à moins 27. Et juste à la fin, mon matelas s'est un petit peu dégonflé, du coup j'ai dû le regonfler parce que je m'approchais du sol, donc j'ai mis la micro-doudoune pour m'aider un petit coup sur la dernière partie de la nuit, puis là je suis parti encore pour 1h30 de sommeil, je me suis réveillé à 8h30, c'était royal quoi. Mais voilà, c'est quand même des nuits où je me réveillais pas mal parce que bon, j'allais pisser, après j'avais mon matelas qui était dégonflé, enfin voilà, et puis j'ai plus tellement l'habitude d'être dans un sac de couchage, donc c'est vrai que moi j'ai tendance j'ai des techniques instinctives où je me retourne dans le quilt, je fais un truc comme ça, il reste sur place, puis c'est bon, je suis sur le côté. C'est-à-dire que là, pour tout se tourner, comme je dors beaucoup sur le côté, c'est vrai que des fois, tu te retrouves tu ne trouves plus la sortie, il faut un peu emmener plus le sac. Voilà, donc des fois ça me réveille un petit peu, après je me rendors, c'est bon, mais voilà. Il a vraiment bien fait son travail. On a vu le couchage, on va parler un petit peu rapidement là des choses plus, on va dire, auxiliaires, entre guillemets. Tout ce qui est la gestion de l'eau, je suis donc parti avec un réchaud, avec une possibilité de pouvoir stocker de l'eau chaude. J'avais pris 2 thermos. Ça, c'est vraiment des thermos lambda, bon marché, rien de spécial. J'ai bu là-dedans le matin et puis j'ai vite fait de l'eau chaude avec ma popote. Donc on y vient. Le système cuisine. On va voir après le réchaud, mais une cuillère titanium simple, ma popote 1,1 litre. En hiver, je prends une popote, il s'agit de la Tox, 1100 ml en titane. En hiver, je prends quelque chose d'un peu plus grand, ce qui m'aide à pouvoir faire fondre de la neige. On a besoin de plus de capacité, elle est encore bien crados avec le feu. J'ai un petit truc bricolé ici en
en isolant, c'est un de ces machins de pare-brise pour l'auto, pour l'été, la compagnie, qui permet juste de déjà pas se brûler quand on sort du feu, puis pouvoir la poser sur les genoux, et puis de garder le liquide, le thé, etc., au chaud plus longtemps. Donc c'est un petit bricolage maison tout con, comme ça. Et puis à l'intérieur, j'ai une tasse costaud. En hiver aussi, j'aime bien avoir ça. Je peux la poser, réchauffer le café, faire un bon gros bol de thé ou de café. Une petite patte pour pouvoir essuyer quelque chose, faire la vaisselle, essuyer la tente, éventuellement s'il y a de la condensation ou quoi que ce soit, quoi qu'elle serait givrée, mais enlever le givre, voilà. Café et sucre, un opinel, un couteau, un bic, là j'ai un deuxième, mais je prends un seul bic avec moi. Il faut bien les réchauffer pour faire démarrer. Ça peut être bien dans des très grands froids d'avoir des allumettes qui sont un peu costauds, résistantes, et puis bien au sec dans un ziploc, dans la veste ou comme ça, parce que ça peut foirer, hein. Un bic, ça c'est possible. Si vous êtes en longue distance et tout, le matin j'avais de la peine, j'ai dû le réchauffer dans mes mains, puis après, ben, plus que ça part, hein, c'est bon. Une petite étoupe en inox, c'est des copeaux d'inox, pour pouvoir gratter, c'est bien parce que ça emmagasine pas la nourriture dans l'éponge, donc ça ne reste pas mouillé, ça pue pas, c'est hygiénique, ça pèse 3-4 grammes je crois ça. Et ça fait plusieurs années que je prends ça parce que je préfère plutôt que les éponges, qui sont un peu crados à mon avis. Et puis voilà, donc tout ça c'est rangé là-dedans. Un petit set de cuisine, rien de spécial, hein. C'est classique, mais disons 1 litre 1 pour avoir plus de capacité, c'est quand même plus appréciable en hiver. Surtout vous bourrez, vous tassez votre popo de 1 litre 1, puis à la fin vous avez ça d'eau qui est au fond, qui a bouilli, hein. Donc ça permet d'être plus efficace. Le réchaud, alors il s'agit de l'Optimus Polaris OmniFuel, voilà, si j'ai bien tout dit. C'est donc un réchaud combiné qui permet de brûler tout ce qui est benzine, donc la benzine blanche, le sans-plomb, la super, qui permet aussi tout ce qui est benzine plus huileuse, pétrole, donc le diesel, le pétrole lampant, l'huile lampante, c'est des choses comme ça, et le gaz, sans changer aucune buse, aucune rien, pas de tournevis, rien du tout. Vous vissez ça sur une bonbonne de gaz directement ou vous vissez votre bouteille avec une pompe pour faire la mise sous pression. Vous ouvrez ici, vous ouvrez, vous allumez, il y a une préchauffe qui se fait avec une étoupe qui est en bas. C'est un réchaud lourd, costaud. Il m'a fait un petit faux bond sur la première vidéo, mais je vais le mettre sous le compte du manque d'entretien que j'ai fait du réchaud, parce qu'il faut graisser les axes, les choses comme ça, et il y a des joints d'étanchéité, notamment là-dedans, avec des O-rings qu'on peut graisser, entretenir. Idem pour le piston, il y a une espèce d'étoupe qu'il faut graisser pour garder l'étanchéité au moment du pompage. Donc c'est des choses qu'il faut faire, c'est un entretien. Sinon c'est quelque chose de très costaud, voilà, c'est robuste, c'est lourd, c'est tout. Avec une bonbonne comme ça, c'est 300 ml ici, donc un tiers de litre. Moi, je dirais que quand on doit commencer vraiment à midi, le soir, le matin, à faire fondre de la neige, parce que c'est comme ça en général qu'on fait en hiver, on ne transporte pas tellement d'eau, on fait fondre la neige. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des feux et de le faire d'une manière naturelle comme ça va pomper pas mal de jus. Du coup, un 300 ml, ça peut être 2 jours et puis c'est terminé, hein, suivant la fréquence que vous avez besoin. Donc, il faut bien faire attention à ça, à faire des tests, des essais avant pour être sûr de la quantité que vous avez besoin. Si vous partez une semaine, il faut peut-être 1 litron de pétrole lampant, hein, suivant les conditions. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais l'avantage, c'est que vous avez la possibilité justement d'utiliser des benzines, parce que le gaz à certaines températures, il y a un moment, même en retournant la bonbonne, la cartouche, ça devient vraiment difficile. Voire difficile à l'approvisionnement suivant où vous êtes. Vous passez une pompe à essence, hop, un coup de diesel, puis c'est reparti, quoi. Donc c'est pratique pour ça, c'est chouette.
J'ai avec moi toujours en hiver des allumes-feu style la métal, les choses comme ça, pour pouvoir démarrer un feu plus facilement suivant les conditions. En général, on se débrouille à faire du petit bois, des choses comme ça. J'ai un sac de nourriture qui est un Zipax en Dyneema qui fait quand même une bonne capacité qui me permet de prendre 5-6 jours de nourriture dedans, hein. Ça fait quand même un bon machin. C'est anti-odeur, c'est pas mal, on peut le suspendre par rapport à tout ce qui est les rongeurs, les renards et compagnie pour éviter les visites impromptues sous tente ou compagnie. Dans les lieux à ours, ça peut permettre aussi de suspendre, mais à ce moment-là, souvent, c'est soit on a les Oursacs, c'est des sacs qui sont vraiment résistants à la morsure et à l'ouverture par l'ours, ou les Bear Canister qui sont des grandes bonbonnes en plastique, vraiment pour sceller les odeurs, qui sont des fois requises suivant les lieux. Une pharmacie, j'ai un petit peu plus en hiver parce que j'ai tendance à bricoler, à travailler avec des machettes, des haches, des scies, des choses comme ça. Donc on peut se faire des bobos qui sont un peu plus que des bobos et puis qui peuvent nécessiter cette fois quand même un pansement compressif. Donc j'ai une bande, j'ai un petit peu plus, disons, en hiver en général que juste des micro-choses. Ensuite, par rapport à l'outillage, je vais juste enlever la tente pour avoir un peu de place. Je voulais faire du feu, donc à ce moment-là, il faut pouvoir couper un arbre mort. J'insiste, hein, on m'a dit il y a un arbre assez vivant ou pas. Non, non, je coupe des arbres morts sur pied, je contrôle, voilà, je m'y connais quand même. J'ai une formation de paysagiste, donc je sais ce que c'est un arbre. Et j'emmène avec moi mon kukri, qui est un couteau népalais, une machette que j'avais reçue, fait par un grand-papa au Népal. J'aime bien ça parce que ça me permet de travailler en machette. C'est pas aussi violent et puissant qu'une hache, donc ça me permet pas de faire des gros abattages, des choses comme ça, mais ça me permet facilement de faire de la refente en prenant une autre bûche dans la main, puis en tapant comme ça me permet de bien travailler quand même. Et puis j'ai ici une scie, ça c'est une scie bien connue de la marque Silky, c'est une scie que j'ai reçue de la part de Silky pour test, que j'ai demandé aussi pour tout ce qui est un peu plus bushcraft, machin, etc. Enfin, je ne fais pas vraiment du bushcraft, mais dans le sens, voilà, simplement subvenir ses besoins en forêt. C'est tout. Donc, très bien, superbe, pliable, relativement légère, extrêmement tranchante, très efficace. Ça m'a permis de coucher des arbres comme ça en un rien de temps, de bûcher, et puis après de fendre avec le kukri. Donc, c'était relativement efficace. Les deux, je vais juste le voir maintenant parce que ça m'intéresse, j'ai même pas pesé en fait ça. Ça fait 640 grammes les deux, 300 grammes la Silky et 340 et des poussières grammes le kukri. Donc c'est quelque chose de relativement léger si on veut pour pouvoir faire autant de ce genre de travail. Donc je voulais feu idéalement par rapport se réchauffer, la cuisine, la praticité pour fondre la neige parce que ça va plus vite et puis surtout ben voilà, c'est illimité si on veut comme énergie. Donc c'est vraiment super, c'est chaleureux, ça fait du bien et puis ça aide. Heureusement que j'avais ce feu quand même. Mais j'avais ce backup réchaud que j'ai utilisé d'ailleurs le matin parce que j'avais plus envie de redémarrer le feu vu que j'allais partir. Donc c'est aussi pratique d'avoir quand même un backup pour au cas où vous ne trouvez pas de bois, vous n'arrivez pas à démarrer le feu, c'est interdit, ça ne joue pas, enfin voilà. Donc c'est bien de l'avoir. Toujours dans tout ce qui est cuisine, j'ai une poêle ici, c'est en fait c'est pas une poêle, c'est une assiette en titane. Ça me permet de cuire quand même des choses mouillées si on veut, de pouvoir faire de la sauce, de pouvoir faire griller quelque chose un petit peu, de garder du jus, voilà. C'est assez pratique, c'est chouette, c'est relativement léger, 130 grammes, titanium, très bien. Maintenant il y a d'autres solutions, j'ai ici, ça ne fait pas partie, hein, c'est un peu où et où. Je pourrais avoir un réchaud à bois, ça c'est un réchaud à bois en titane qui se monte hein, avec ces 4 parois comme ça, clac, clac, clac.
c'est chouette, ça permet aussi, disons, suivant où vous êtes avec la neige, d'avoir une source de chaleur, un feu plus restreint, plus contenu, plus efficace pour la chauffe, plus facile à faire vite, hein, avec des petites brindilles, des choses comme ça, des petits bouts de bois, on fait de la flamme et hop, puis on pose la tasse dessus pour le café ou compagnie, faire fondre de la neige. Et puis ça pèse 215 grammes. Et puis c'est aussi plus facile dans le sens où on n'a pas besoin de faire un foyer. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages, disons, d'avoir ça, mais on ne veut pas prendre ça, et puis voilà, il faut un petit peu choisir. Et puis ici, suivant les types de nourriture que j'ai aussi une grille, vraiment un grill en titane aussi, relativement léger. C'est 200 grammes avec la four. Elle pèse elle-même. Elle pèse 110 grammes, cette grille-là, donc c'est assez chouette, mais ben, comparé à la poêle, ça ne permet pas d'avoir quelque chose avec du jus. Ça peut marcher en combiné, hein, poser ça, enfin, à vous de voir qu'est-ce que vous prenez. Pour les sorties que j'ai faites, moins 19, moins 27 pour les deux principales les plus froides, j'ai utilisé beaucoup le réchaud, sur la première notamment, le feu et puis la poêle, et puis tout ça, ça me va très bien. Pour d'autres, voilà, on peut varier un petit peu, mais on ne peut pas tout prendre non plus parce que c'est lourd. Maintenant, l'électronique, ça c'est vraiment quelque chose qui est très subjectif parce que dans le base weight, c'est quelque chose qui pèse extrêmement lourd mais que la plupart d'entre vous n'auront pas. Ça veut dire autant d'électronique et de choses. Moi j'en ai besoin parce que je filme. Donc j'ai un petit trépied ici, ça c'est un trépied Gizzo. C'est un trépied qui est cher, qui est en carbone, qui est d'excellente qualité, mais qui est relativement léger. On a ici un petit combo pour un trépied relativement bas, hein, avec une seule hauteur. Enfin, pas vrai, il y en a deux, on peut tirer ici, descendre un peu. Mais c'est vraiment très simple, une tête pivotante et puis une plaque ici qui me permet d'accueillir les plaquettes de type Peak Design. Vous verrez après sur le sac à dos, je peux mettre l'appareil ici sur les bretelles et puis venir simplement clac le crochet et puis poser pour pouvoir filmer comme ça. L'appareil c'est un Sony A7S III, donc c'est une grosse bête avec un 16-35 2.8 d'ouverture. C'est quelque chose qui est cher, qui est un set qui vaut pas mal. J'ai pas mal investi ces derniers temps parce que je me professionnalise quand même dans cette chaîne YouTube. Grâce à vous, il y a une dynamique, ça bouge, donc vraiment j'essaie de me lancer là-dedans. Je pousse, je pousse, je pousse. Et voilà, c'est un combo qui marche très très bien, qui a résisté hallucinamment bien à ces températures-là, moins 27, moins 24 le matin. Je l'allume, je fais pif, il démarre. Pas un pétouillon de retard. Incroyable, incroyable. Hallucinant. Donc ça marche bien. Ça demande pas mal de batterie. Là, j'ai utilisé 2 batteries et demie sur toute cette dernière sortie à moins 27, sur laquelle j'ai filmé 4h30, un peu plus que 4h30 de rush. J'étais parti donc 2 de rechange et une dedans. J'ai un double chargeur ici pour me permettre de recharger ces batteries-là avec USB Power Delivery. Et j'utilise un power bank de chez Anker de 20 000 PD. Donc Power Delivery, c'est très important parce que c'est une puissance de charge dans les deux sens pour recharger la batterie de 0 à 100 en 3 heures, 3 heures et demie, disons. 3 heures et demie, elle est pleine, hein, 20 000. Et puis aussi dans la recharge qu'elle donne, ça veut dire de pousser, quoi, parce que c'est clair, de toute façon, avec ça, quand vous mettez ça, il y en a facile pour 3 heures de recharge. Hein. Celle-là, c'est vraiment lent. Hein, mais il y a une bonne capacité quand même, donc je tiens bien. Un chargeur comme ça c'est complètement inutile quand je vais faire juste une nuitée, hein, ça ne me sert à rien. Je le mets parce que ça veut dire qu'avec ça, je peux partir plusieurs jours et puis être autonome, pouvoir recharger déjà pas mal mes batteries et puis dès que je trouve un endroit, pouvoir recharger ma frontale et la power bank s'il y a un chalet, une auberge ou quelque chose, je peux utiliser.
La Petzl, c'est la Actic. J'utilise une Petzl un peu plus costaud en hiver pour avoir plus de portée, surtout plus de durée, parce que les nuits sont plus longues, les soirées, on a besoin de plus de matériel. J'ai tout ce qui est un peu électronique dans un mini stuff sack étanche en Dyneema de chez Zipax, celui-là. Maintenant, je vais les faire moi-même parce que ça suffit de commander ces trucs. Et puis, une paire de lunettes de soleil catégorie 4 pour la neige, c'est extrêmement important, qui enveloppe bien, qui vient sur les côtés, qui peut coller sur les glaciers ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment très, très, très agressif. Le sac. Donc, le sac en hiver, je pars avec un 60 litres et c'est très appréciable pour tout ce matériel-là. On a la nourriture et tout ça, mais on a surtout des objets très volumineux, un sac de couchage qui fait une bonne grosse boule dans le fond du sac. Donc ça, c'est le Granite Gear VC60. C'est un vieux sac, un vieux modèle, très simple, très costaud, qui n'est pas tout à fait avec un cadre, mais qui a juste une plaque dans le dos, donc ça reste assez souple, vous voyez comme ça. Ce n'est pas un soutien monstrueux, mais ça le fait bien pour ce base weight-là. Donc il y a vraiment une bonne capacité sur ce sac. C'est un seul contenant, hein, c'est un gros tube, un roll top, donc on roule le haut puis on le clip pour faire l'étanchéité. C'est du nylon, donc c'est pas du Dyneema, des choses comme ça, donc c'est relativement déperlant, on va dire, mais c'est pas imperméable. J'ai rajouté les poches que j'utilise tout le temps, Zipax ici sur les côtés, et puis j'ai ici un vulgaire thermomètre de congélateur, très simple, trouvé en grande surface. Et puis ici, le receveur pour fixer l'appareil photo ici pour Peak Design, pour les plaquettes. Voilà le sac. Maintenant, comme ce sac n'est pas super étanche, je rajoute un liner qui est un liner en Dyneema Zipax qui est vraiment fait pour l'étanchéité des sacs à dos, donc on met ça à l'intérieur, mais surtout ça me permet de facilement, par exemple, ressortir les trucs. Donc je peux, vite ça glisse, puis j'arrive à tout sortir le contenu d'un coup, verser ça, plutôt que d'aller chercher puis tirer. Quand le sac de couchage a vraiment bien pris l'espace en bas, des fois ça peut être un peu compliqué. Et en cas de pluie, ben, ça fait encore une protection supplémentaire. Ça m'a aidé aussi par exemple pour mettre les choses simplement, mes vestes, tout ça la nuit, à côté du sac, qui sont protégés du givre qui va tomber dessus et compagnie. Un liner donc, rien de très 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 spécial à ça. Et puis les raquettes. Alors celles-là, c'est les TSL 438 Up and Down. C'est un modèle qui n'offre pas énormément de portance. Hein. Dans de la neige molle, moi je descends fort jusqu'aux genoux. Donc elles ne sont pas très longues en soi, elles ne sont pas très larges. Surtout, il y a beaucoup de vide, de creux. Hein. Si vous regardez en fait finalement par rapport à la taille de mes bottes, si vous ajoutez, voilà, moi je couvre plus que cette semelle-là et ça ne fait pas beaucoup parce que ça fait un peu derrière ici, légèrement 2,5 cm sur les côtés, puis un peu devant. Donc elles n'ont pas une énorme portance, c'est pas génial. Par contre, c'est bien pour des terrains un peu mixtes ici, avec la dentition, ça croche bien dans la glace, dans les terrains et tout. Je les ai surtout achetées, celles-là, pas tellement pour les grandes plaines où il y a énormément de neige, mais pour par ici, derrière chez moi, dans le Jura, où il y a bien des pentes, des bouts gelés, voilà. Surtout aussi parce qu'elles ont ce système ici. Donc là, vous marchez normalement à plat. Et ensuite, le système up and down, ça se joue ici. Donc quand vous voulez aller en grimper, vous avez ici le talon que vous pouvez monter. Donc pour vous aider un petit peu dans les montées, ça surélève un petit peu le talon pour rester un peu plus à plat, pas qu'on ait chaque fois le pied qui descende. Et puis pour le down, c'est dans l'autre sens. Vous allez un cran plus loin. Et ça permet en fait au contraire au talon de descendre. Donc c'est quand vous descendez comme ça va même un peu plus loin. Voilà. Ça vous permet dans une pente
relative, hein, pas comme ça, mais d'avoir le talon qui descend bien dans la neige et puis de ne pas être en problème, hein, suivant. On gagne un petit peu de souplesse pour ça. Alors maintenant, quand ça descend un petit peu, des collines, des buttes, des choses comme ça, je ne change rien. Mais par contre, quand vous faites un bon moment, une descente, ben c'est assez appréciable de pouvoir switcher ça, plutôt que d'être toujours dans une position à plat. Intéressant, ça marche bien, facile à mettre, très bon grip, pas une excellente portance vu la conception de la chose, parce qu'il y en a des plus larges, vraiment plus longues, hein, presque comme des skis si on veut, avec un tissu qui appuie complètement sur la neige. Donc voilà, c'est petite à moyenne portance, bonne praticité pour les trucs et très bon grip, accroche assez méchante là. Voilà, donc TSL 438, c'est une marque française, ils sont bien leaders dans une certaine catégorie, disons, de raquettes et ça marche bien. Ensuite, j'avais une pelle, ici c'est la Orthovox ProLite 2.1. Je l'aime bien, elle est légère, c'est une pelle à neige, disons, ben, pour les dangers d'avalanche qu'on peut avoir avec soi, avec la sonde et compagnie, hein, pour la sécurité. Moi, je l'utilise pas du tout pour ça, je l'utilise pour mes campements, mes bivouacs. Et puis, c'est tellement cool d'avoir ça pour quand c'est gelé le matin, pour faire des travaux un petit peu plus costauds de terrassement et tout. J'aime bien ça parce que c'est robuste. Puis on déménage, hein, pas mal de neige, de volume avec ça. Très très bien, je recommande celle-là ou une autre, c'est égal, mais elle fait 440 grammes au total. C'est que la pelle comme ça. On peut aussi prendre comme ça pour avoir un truc à main, et ça fait 255 grammes. Et dans les ustensiles derniers, des bâtons, les Black Diamond Alpine Ergo Cork, c'est des bâtons alu, c'est les plus costauds, les plus lourds que j'ai. C'est pas ce que je préfère, notamment par rapport à la tête ici, bof, bof, bof. Surtout par rapport à ces fermetures, ils restent ouvertes après, ça me rend fou. Du coup, votre machin, il se défait tout seul. Vous pouvez plus les fermer ici. Bref. Mais ils restent ouverts tout du long, et du coup je les laisse sur les rondelles de neige, rien de spécial à dire, c'est des bâtons de marche pour l'hiver, et puis ça me permet de monter la duplex si j'en ai besoin, et puis c'est très fortement recommandé avec les raquettes, hein, suivant dans quel terrain vous êtes, c'est vraiment bien de pouvoir aller en neige comme ça. Voilà les amis, on arrive au bout de cette liste de matériel compte tenu du sac à dos de mon projet Les Grands Froids, froid extrême. Merci à vous pour le soutien, pour le nombre de vues sur ces projets-là. Je remarque que ça a beaucoup plu. C'est vrai que bon, voilà, on arrive dans des terrains un peu extrêmes, donc c'est intéressant, disons, de voir aussi l'autre, comment il va s'en sortir dans ces situations. Merci à Montbel de m'avoir équipé pour une bonne majorité de ce matériel froid extrême. Globalement, pour moi, ces tests et ce projet est une réussite. Ce n'est pas les dernières fois que je vais sortir, bien sûr, dans des températures extrêmes. Je vais renouveler ça. Je pense que pour cette année, probablement, ça va être fini. Mais après, ben voilà, j'ai bien des envies de bouger, de tester plus loin, d'aller plus long et des choses comme ça. Donc, ce sera de nouvelles aventures qui vont arriver un jour ou l'autre. Tout bientôt, tout soudain, à la suite de tout ça, le retour d'expérience un peu plus précis sur différentes choses qui concernent ce matériel. Qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui n'a pas joué, un peu plus profond, hein, par rapport notamment tout pendant la nuit, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai dû faire pour retenir le coup, voilà, tout ce qui s'est passé, et puis les revues des pièces maîtresses principales plus approfondies qui vont venir. Et tout bientôt aussi, la liste matérielle pour cet été, parce qu'on y arrive là, gentiment, le printemps, on se prépare, on commence à réfléchir, où c'est que je vais partir en longue durée cet été. Restez bien au courant de ce qui se passe, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu si ça vous a plu et ça peut vous aider aussi, donnez quelques tuyaux, des choses comme ça. N'hésitez pas à poser vos questions, comme je l'ai dit, dans les commentaires en bas. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, bye bye.